d'être là. Je voudrais commencer d'abord par dire toute mon admiration pour les exposés qui viennent d'avoir lieu, en particulier pour le travail que nous a présenté Céline et Laurent. Nous voyons là très concrètement au quotidien comment peuvent s'incarner des valeurs dans des pratiques pédagogiques. Et ça me paraît une chose absolument essentielle aujourd'hui, parce que ce qui me semble le plus souvent caractériser l'éducation, c'est la juxtaposition de déclarations d'intention d'un côté, qui sont toujours générales et généreuses, avec des pratiques qui sont toujours à l'économie et qui reproduisent toujours des modèles ancestraux, comme Clémence vient de nous le montrer. Donc, merci à Clémence, merci à Céline et Laurent, parce qu'il y a dans ce qu'ils nous ont dit la dynamique qui est, me semble-t-il, au cœur de la réflexion éducative dans ce qui s'appelle pour nous une république écologique, à savoir cet effort pour sans cesse aller des finalités aux modalités et des modalités aux finalités. Sans cesse aller de ce que nous voulons à ce que nous faisons et de ce que nous voulons, ce que nous faisons à ce que nous voulons pour mettre de la cohérence. Ma conviction, c'est une conviction étayée, hélas, d'une certaine manière par quelques expériences parfois douloureuses, c'est que mettre en cohérence les finalités et les pratiques, aujourd'hui, dans bien des cas, c'est ça qui est subversif. C'est ça qui est subversif. C'est ça qui amène réellement des changements, tandis que énoncer des intentions tout en produisant des pratiques qui restent à l'identique, ça me semble profondément conservateur. Alors à partir de là, peut-être, comme l'a souligné Marie, je voudrais élargir un tout petit peu la réflexion autour de cette idée de république écologique. Alors, à bien des égards, l'expression république écologique pourrait apparaître comme un pléonasme. La république, c'est la recherche du bien commun. Et le bien commun, c'est évidemment ce qui nous relie ensemble et ce qui nous relie à cette terre et au monde sur lequel nous vivons. Mais ce qui me semble important, c'est de mesurer à quel point, si nous voulons une république écologique, nous avons besoin d'un triple sursaut éducatif. Nous avons besoin d'abord d'un sursaut éducatif citoyen. Nous l'avons vu à l'occasion de la pandémie, nous le voyons à l'occasion de toute une série de débats qui traversent aujourd'hui l'opinion publique, que ce soit sur les éoliennes, sur le nucléaire, sur la voiture électrique, etc. Si nous voulons avancer sur une conception collective, sur des décisions collectives raisonnées de ce qu'est notre bien commun, nous avons besoin d'informer le débat public. Nous avons besoin de trouver une interface entre les experts qui ont légitimité à nous éclairer et les politiques qui ont légitimité à décider. Et nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui ripe, là, il y a quelque chose qui fonctionne mal, qui ne fonctionne pas bien, et que nous aurions intérêt à réfléchir. Il n'est pas possible de penser l'écologie à partir de quelques experts éclairés qui décideraient à notre place. Il n'est pas possible de penser l'écologie sans des expertises. Comment faire dialoguer les experts et les citoyens? Il y a là quelque chose qui, dans le champ social et dans le champ politique, me paraît indispensable à penser si on veut aller vers une république écologique au sens fort de ce terme. Deuxième élément, une république écologique, deuxième sursaut éducatif, c'est une république qui va s'efforcer d'être en matière éducative exemplaire et lutter contre toutes les formes d'inégalité. Je pense que nous sommes encore très loin du compte dans ce domaine. Ça a été évoqué en début de cette matinée. Oui, nous sommes très très loin du compte. Si nous comparons par exemple le coût pour la collectivité nationale d'un élève de classe préparatoire aux grandes écoles avec celui d'un étudiant d'université et a fortiori avec celui d'un élève d'un réseau d'éducation prioritaire, nous observons que la République est en train et continue d'arroser en permanence là où c'est mouillé, c'est-à-dire de donner l'argent à ceux qui en ont déjà d'une façon systématique et permanente.
Et donc, il y a de toute évidence un sursaut à avoir dans ce domaine. Il y a à inventer, à imaginer aussi des manières de réguler la distribution d'argent public. Alors, on dit, et on a raison, et ça a été souligné par Marie, que la France a plutôt baissé ses dépenses éducatives par rapport à son PIB en particulier, comme le montre Thomas Piketty, c'est vrai d'ailleurs de l'ensemble du monde occidental. Hein. Nos dépenses éducatives ne cessent de baisser en rapport au PIB depuis une trentaine d'années. Et on peut d'ailleurs corréler cette baisse des dépenses éducatives avec la baisse des résultats, y compris, même si on les discute, les résultats qui nous sont montrés dans les évaluations internationales. Donc, il y a tout un travail et tout un sursaut à faire. Il n'y aura pas de république écologique sans un travail de justice sociale. Alors, il passe par l'école, il ne passe pas simplement par l'école, bien sûr. Il passe aussi par un travail sur tout ce qui relève des conditions d'habitat, tout ce qui relève des conditions d'environnement culturel des populations, que ce soit aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines défavorisées. Donc, nous avons tout un travail à faire autour de cette justice éducative. C'est un sursaut essentiel. Et puis, le troisième sursaut, après le sursaut en termes d'éducation citoyenne, en termes d'éducation démocratique, ce serait un sursaut en termes d'éducation émancipatrice. Je m'excuse de paraître peut-être un tout petit peu polémique dans ce que je vais dire, mais je crois que ce qui nous menace aujourd'hui au plan idéologique, c'est en fait une sorte de déni du pouvoir de l'éducation sur notre avenir. En fait, ce que nous voyons monter, c'est une pensée que nous sommes nombreux à appeler un peu essentialiste, qui enferme les individus à l'intérieur de leur origine, à l'intérieur parfois, dans le pire des cas, de leur race, de leur sexe, à l'intérieur aussi de leur culture, qui enferme plus subtilement encore l'individu dans les individus dans leurs symptômes, voire même dans leurs actes. Hein. En matière éducative, qui les enferme, par exemple, dans ce qui n'est qu'un stade provisoire de leur développement. Cette essentialisation des personnes qui aboutit à une catégorisation systématique, qui aboutit à des systèmes de triage systématique, qu'ils soient éducatifs, sociaux, qu'on voit se développer aujourd'hui dans la psychiatrie, par exemple, relève d'une idéologie qui me paraît extrêmement préoccupante, parce qu'elle est l'idéologie inverse de ce qui fonde les Lumières, dont d'ailleurs certains se prétendent tout en diffusant cela, qui est la confiance dans l'éducabilité des personnes, qui est l'affirmation que chaque humain déborde toujours au-delà de ce que nous en voyons, de ce que nous en savons, de ses comportements, de ses savoirs, de ses origines, et ce débord que nous postulons est ce qui permet de penser que nous pouvons nous rassembler, nous pouvons faire société au-delà de nos spécificités et de nos différences. Et je crois qu'il y a un combat idéologique à mener là-dessus. Un combat idéologique extrêmement important à mener là-dessus. Je ne vais pas évoquer longuement la montée, vous la sentez comme moi, d'une idéologie très nauséabonde d'essentialisation à tous les niveaux. Mais je pense que nous avons peut-être trop abandonné le combat là-dessus. Et si nous abandonnons le combat contre ces formes d'essentialisation, nous abandonnons tout espoir que l'éducation puisse contribuer à transformer le monde. Et donc, ces trois sursauts que j'appelle de mes voeux, un sursaut citoyen pour que nous soyons en permanence en mesure de délibérer sur notre avenir, un sursaut démocratique pour que l'éducation puisse toucher chacune et chacun, un sursaut qu'on pourrait appeler émancipateur pour que chacun puisse se dépasser et non pas être enfermé dans son hypothétique nature, me semble particulièrement d'actualité. Et pour que ces trois sursauts puissent se développer, et là je rejoins bien sûr ce que disait Marie, je crois qu'il nous faut considérer l'éducation dans sa globalité. On ne peut plus aujourd'hui considérer simplement
l'éducation comme étant réduite à l'école et donner à l'école la totale responsabilité de l'éducation pour notre monde. Ça me paraît quelque chose de dangereux et même d'absurde. Antoine Pro, dans un ouvrage célèbre qui s'appelle Éloge des pédagogues, disait déjà, mais c'était dans les années 80, donc vous voyez, hein, disait déjà que l'éducation est dans une situation, disait-il, dramatique. Il expliquait notre société est schizophrénique. D'un côté, elle valorise l'absence de contraintes, le style informel, le plaisir de vivre et d'aimer, le je fais ce qui me plaît et je vais où je veux. D'un autre côté, au même moment, le discours sur l'école exacte la sévérité, l'effort, le travail dans les termes les plus austères. Alors, on pourrait développer ça plus longuement et montrer que, au fond, notre société se défausse sur l'école de toute une série de responsabilités et qu'elle demande à l'école d'être exigeante sur des domaines où elle a elle-même renoncé à toute exigence. Elle demande à l'école d'être précise, de développer chez chacun le souci de la justesse, de l'exactitude, de la vérité, alors qu'elle laisse se développer un environnement publicitaire qui est particulièrement préoccupant et dont l'effet sur les enfants est particulièrement délétère. On pourrait citer des exemples très simples et très concrets, hein. Entre un enfant sur 2 et un enfant sur 3 regarde la télévision le matin avant d'aller à l'école, entre 20 minutes et 1 heure et demie. Qu'est-ce qu'ils voient? Des dessins animés achetés au kilomètre au Japon, entrelardés de publicités qui ne sont même pas annoncées d'une manière claire, puisqu'on a supprimé les génériques, à un moment où l'enfant est dans une situation d'attention flottante, et donc il est totalement disponible à cet embrigadement publicitaire. Alors tout ça, ça ne semble pas préoccuper les décideurs, ça semble anecdotique, secondaire. On dit, ben, il y a l'école, ben, il y a l'école. Oui, mais voilà, je considère, et il me semble que les chercheurs sont d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas continuer à demander aux enseignants de vider l'océan avec une petite cuillère et qu'il faut leur permettre de vivre dans un monde où une solidarité autour d'un certain nombre de valeurs éducatives puisse se manifester. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, et je vais le faire très rapidement, que l'éducation, alors utilisons le mot, c'est la moindre des choses dans cette rencontre, est un écosystème. C'est un écosystème autour de 3 piliers que j'appelle structurants, que sont les parents, l'école et tout le tissu associatif. Parents parce que la famille est le lieu de la filiation, c'est le lieu où l'enfant apprend à découvrir qu'il doit renoncer à la toute-puissance de ses caprices dès lors que ses parents lui promettent de continuer à l'aimer. Bon, il y a là quelque chose qui est une négociation compliquée, difficile, et qui est l'acceptation du principe de réalité, diraient les psychanalystes, l'acceptation du fait que je ne suis pas le maître du monde et que je ne peux pas vivre dans la toute-puissance. La famille a à cet égard un rôle absolument essentiel. Ce rôle se décline dans toute une série de domaines et aujourd'hui en particulier se décline sur un registre qui me semble absolument essentiel à travailler. Alors, nous l'avons travaillé en termes de connaissances, mais très peu en termes d'action, qui est le rapport aux écrans. Le rapport aux écrans devient quelque chose d'absolument énorme et dont l'influence est absolument considérable sur l'éducation des enfants. On se complaît dans la dénonciation, on dénonce le crétin digital et autre chose, mais on est extrêmement peu proactif pour s'interroger sur quel type d'aide à la parentalité, quel type de régulation, quel type d'alternative on peut proposer aux enfants. Par exemple, le service public de l'audiovisuel, quelle alternative il pourrait proposer qui soit réellement adaptée aux enfants par rapport à toute une série de réseaux sociaux dont nous connaissons les effets pervers. Donc oui, les parents ont un rôle à jouer et je pense que ce n'est pas en disqualifiant les parents qu'on pourra permettre d'aller vers une éducation qui soit une éducation dont l'écosystème soit cohérent. Alors à côté des parents, il y a bien sûr l'école. L'école qui pour moi n'est pas simplement un lieu où l'on va apprendre, mais un lieu où l'on va apprendre ensemble. Et on va apprendre à apprendre ensemble. Et le ensemble est bien évidemment dans le sens de la République. Alors là, pour le coup, tout aussi important que l'apprendre.
Hein, on pourrait imaginer un système où chacun devant son écran, on apprendrait très efficacement. On a aujourd'hui ce qui s'appelle le learning analytique, où on décode les fonctionnements à travers des logiciels d'intelligence artificielle pour fournir à des individus des dispositifs d'apprentissage strictement individualisés. On pourrait imaginer que ce sera plus efficace pour réussir les examens que l'école telle qu'on l'a aujourd'hui. Eh bien, si c'était plus efficace, ça n'en serait pas pour autant plus souhaitable. Parce que le rôle de l'école n'est pas simplement de former des gens à des compétences qui permettent de réussir des examens, elle est à former des gens, à apprendre ensemble, à faire société, à découvrir l'altérité et à découvrir, ça a été évoqué à travers ce que disaient Céline et Laurent au début, à travers l'entraide, la coopération et l'ensemble de ces dispositifs. Les parents, l'école, mais j'ajoute aussi les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est-à-dire, ça va des gamins qui sont au bas de l'immeuble jusqu'à tout le tissu associatif et en particulier à l'éducation populaire, dont on sait bien que depuis, on va dire, allez, la grosse trentaine d'années, elle a été mise à mal. Mise à mal pourquoi? Parce qu'elle a été mise en marché. Elle a été mise en marché parce que l'éducation populaire n'a plus été considérée comme un partenaire de l'éducation nationale au sens où Jean Zay l'avait souhaité, l'avait voulu et l'avait construite. Elle a été considérée de plus en plus comme un prestataire. Et le passage de l'éducation populaire du rôle de partenaire au rôle de prestataire, le passage du système de l'association, du conventionnement à un rôle de réponse à des marchés publics, pour dire les choses très simplement, est catastrophique parce que c'est évidemment une prime au moins 10 ans, une prime à l'abandon des territoires les plus difficiles, etc. etc. Et donc, moi, je plaide, avec beaucoup d'autres, pour qu'on reconnaisse un service public d'éducation qui intègre l'éducation populaire. Alors, je dis un service public d'éducation, ce qui ne veut pas dire un service d'État d'éducation. Il n'est pas question de rendre fonctionnaires des animateurs de l'éducation populaire, en tout cas pas tout de suite, ou pas maintenant, ou pas rapidement, parce qu'on ne distingue pas chez nous les services publics et les services d'État. Que l'éducation nationale soit à la fois un service public et un service d'État, c'est évident, mais que l'on ait besoin que l'éducation populaire intègre le service public sans être un service d'État, ça me paraît un enjeu fondamental pour l'avenir. Donc, 3 éléments, les parents, l'école, les tiers-lieux, qui constituent un écosystème. Mais au-delà de cela, la ville, le village, le quartier. Il y a un très bel ouvrage que j'aime beaucoup de Francesco Tonucci qui s'appelle La ville des enfants, qui est un ouvrage absolument exceptionnel. Francesco Tonucci est un pédagogue italien qui a écrit toute une série de livres et fait beaucoup de dessins aussi sous le pseudonyme de Fratto, et qui a lancé tout un courant autour de la ville pour les enfants, avec des villes phares comme Pontevedra en Espagne, Fano en Italie, etc., où il nous montre à quel point la ville est un lieu d'éducation par excellence. Alors Proudhon disait déjà que la largeur des trottoirs dit ou non si on peut passer en tenant la main à ses enfants et en poussant une poussette. Lui, il va jusqu'à regarder comment la circulation automobile, mais comment les jardins d'enfants, comment les maisons, comment les immeubles, etc. Il va même jusqu'à proposer que les assemblées de copropriétaires ou de locataires, eh bien, il y en ait pour les enfants et que les enfants puissent s'y exprimer, etc., etc. C'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental et je partage totalement le point de vue de Francesco Tonucci qui dit « Regardez la ville à hauteur d'enfant, c'est la regarder à hauteur de ceux qui sont les plus dépendants, de ceux qui en ont le plus besoin, et c'est donc transformer la ville, et c'est la transformer d'une manière profondément écologique. À Pontevedra, il n'y a plus une voiture dans la ville, et il y a des aires de jeu, des aires d'aventure, des endroits où les enfants peuvent prendre des risques sans se mettre en danger. Donc la ville, bien sûr, les médias, et je pense qu'une république écologique ne peut pas ne pas aller vers une régulation dans le sens du bien commun de l'usage des médias et en particulier du service public de l'audiovisuel. Je pense que
je ne comprends pas d'ailleurs, ou je comprends très mal, comment les organisations syndicales, professionnelles des enseignants n'interpellent pas plus souvent les politiques sur l'usage du service public de l'audiovisuel. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider dans notre travail d'éducateur? Qu'est-ce qu'il fait pour aider les parents? Qu'est-ce qu'il fait pour aider les enseignants? Qu'est-ce qu'il fait pour proposer un décryptage de l'actualité? Il n'y a plus de journaux télévisés à destination des tranches d'âge de 6-10 ans et de 10-15 ans. Il y a une espèce une démission de cela. À titre anecdotique, c'est purement anecdotique, mais c'est indicateur de quelque chose, je crois. Je fais partie de quelques-uns qui ont proposé, il y a bien longtemps maintenant, que face à la difficulté des jeunes Français d'apprendre des langues étrangères, on impose aux chaînes de télévision de diffuser régulièrement des émissions à destination de tous les publics, et particulièrement des enfants et des adolescents, en version originale sous-titrée, tout simplement pour que l'enfant puisse entendre des langues étrangères et puis pour qu'il puisse voir et lire sa langue maternelle, donc apprendre de l'orthographe, de la grammaire et toute une série de choses. Je crois que nous avons proposé ça à 4 ou 5 ministres de l'éducation de droite et de gauche. Ça n'a jamais abouti. Alors que si on regarde un pays comme les Pays-Bas, par exemple, où les enfants n'ont pas de problème majeur avec les langues étrangères, eh bien tout simplement, toutes les émissions étrangères sont diffusées en version originale sous-titrée d'une manière systématique. Donc on voit bien là, c'est une anecdote, c'est anecdotique, mais on voit bien à quel point l'école à elle seule ne peut pas faire tout le boulot. Elle fait un énorme travail et elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée dans le sens de la justice sociale, mais on a aussi besoin que la société ait globalement un projet éducatif pour ses enfants et que l'on ne se déleste pas sur des professionnels. Je dis parfois qu'il faut que la société soit éducative et que ce ne soit pas simplement des professionnels qui se substituent à la société pour intervenir dans l'éducation. L'idéal serait que, comme dans le village, alors je n'idéalise pas le passé, mais comme dans le village idéal qu'on pourrait imaginer, qui n'a probablement jamais existé, ou qui a existé, mais sous des formes différentes, eh bien que les adultes puissent collectivement s'intéresser à ce que font les enfants, intervenir de temps en temps quand ils prennent des risques, se mettent en danger, etc. Et que cette responsabilité collective d'éducation, nous l'assumions ensemble. Alors, je termine parce que j'ai fini mon temps. Deux ou trois pistes concrètes, alors bien moins concrètes évidemment que ce que vous ont dit Céline et Laurent ou Clémence, mais qu'elle est quand même concrète dans une perspective d'une république écologique et en termes de propositions. D'abord, je pense inverser la mécanique du pilotage éducatif. Aujourd'hui, le pilotage éducatif de l'éducation nationale, mais pas seulement, de tout l'écosystème éducatif est un pilotage sur les modalités et pas du tout sur les finalités. C'est-à-dire que globalement, je caricature et je vais très très vite on s'intéresse assez peu aux politiques de recrutement des établissements, à la manière dont ils forment les élèves à la citoyenneté, etc. Mais on impose à tout le monde d'avoir 3 heures de mathématiques en 6e, alors que probablement il y a des élèves qui ont besoin de 2 et d'autres qui en ont besoin de 6. Et donc, on est sur un système qui ne contrôle pas la manière dont chacun des éléments respecte les finalités du système et qui, en revanche, enquiste chaque institution sur des modalités qui sont des modalités technocratiques sur lesquelles on a un caporalisme de plus en plus prégnant. Voilà. Et donc, je pense qu'une république, c'est l'inverse. Une république, c'est l'inverse. Une république, c'est des finalités qui s'imposent à tous et des modalités qui sont inventées par les territoires, les équipes, et qui peuvent varier. Mais aujourd'hui, nous avons exactement la situation contraire. Nous avons des finalités qui sont complètement hétérogènes. Ici, à Lyon, entre les finalités du lycée du Parc et les finalités du lycée Jacques Brel à Vénissieux, il n'y a pas beaucoup de choses en commun. En revanche, les modalités sont les mêmes. Il y a le même nombre d'heures de maths, il y a le même nombre, ça, c'est les mêmes. Ça ne gêne personne que les finalités soient hétérogènes et qu'on soit devant quelque chose qui ressemble quand même à du séparatisme. Les grands lycées de centre-ville, c'est du séparatisme. Ça ne gêne personne, dès lors que l'on a cette illusion que parce que les modalités sont les mêmes,
eh ben, la France marche au même pas, ce qui évidemment a montré déjà et montre sa limite. Puis, deuxième perspective, c'est quelque chose qui m'est cher. Je pense que les enseignants sont fatigués de cette espèce de course aux réformes à laquelle nous assistons aujourd'hui. Chaque ministre vient, commence par dire, comme le ministre actuel, qui ne réformera rien, et puis il change tout. Tout, alors, dans le cas du ministre actuel, en supprimant en même temps les instances de concertation qui permettaient de penser ces réformes, et puis les instances de concertation au niveau local aussi. Euh, mais au-delà de ça, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une instance. Alors, est-ce que ce serait un peu comme le Conseil constitutionnel? Je n'en sais rien, mais d'avoir une instance composée de personnalités indépendantes et non soumises aux alternances politiques qui puissent réguler et lisser l'évolution de l'éducation et travailler sur cette éducation à partir des textes en respectant la hiérarchie des textes. Et moi, je voudrais terminer là-dessus. Une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, dans la hiérarchie des textes, c'est très bas. C'est très bas par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant que nous avons signée et qui s'impose à tous. Respecter la hiérarchie des textes, c'est respecter la Constitution, les conventions internationales et donc la Convention internationale des droits de l'enfant, et puis décliner cela et le décliner jusque dans le moindre détail. Quand la Convention internationale des droits de l'enfant dit que l'enfant ne doit pas être un cœur de cible et qu'il ne doit pas être utilisé pour favoriser quelconque consommation, par exemple, on se demande bien qui aujourd'hui est là pour faire respecter un tel objectif et pour permettre à nos enfants d'être reconnus comme des sujets en devenir. Voilà, je m'arrête là. Marie a dit tout à l'heure, il faut tout un village pour élever un enfant. Je dirais, il faut toute une société, il faut en tout cas une société mobilisée et une société consciente des enjeux de l'éducation, consciente qu'il y a deux questions. C'est banal, c'est classique, mais je terminerai par là, qui doivent nous préoccuper. Hein. C'est quel monde laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous au monde.